addictologue depuis 15 ans et responsable du service d'addictologie du centre hospitalier de l'Avignon depuis maintenant 2 ans et demi. Voilà, donc j'ai un service d'hospitalisation complète de 14 lits, unité ambulatoire, il y a des consultations pluridisciplinaires. Et depuis maintenant 9 mois, une unité d'hospitalisation de jour avec des personnes qui viennent à la journée et que l'on suit. L'hospitalisation de jour est très intéressante puisqu'on suit des patients dans leur cadre habituel où ils rentrent chez eux le soir et on peut travailler avec eux la problématique addictive. Et l'hôpital de jour a cette particularité qu'elle prend en charge, et elle a été aussi créée pour ça, des pathologies duelles. Alors, habituellement, j'ai l'habitude de demander ce que peut évoquer pour chacun les pathologies duelles. Je ne sais pas si vous m'entendez et si quelqu'un veut prendre la parole pour voir un petit peu ce que ça lui évoque. Les pathologies duelles. Je vous laisse la parole, je ne sais pas si quelqu'un veut parler. N'hésitez pas à couper vos micros. Tout à l'heure, je vous ai dit, ne coupez pas vos micros, mais là, allez-y, vous pouvez les couper pour participer. C'est l'inverse. On ne coupe pas les micros pour participer. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Alors, est-ce que c'est une erreur de dire que le visuel, c'est la cohabitation d'une pathologie psychique et d'une addiction? Est-ce que c'est une bonne définition ou pas? Non, on a l'habitude de dire plutôt co-influence, plutôt que cohabitation. Une cohabitation, on peut cohabiter sans qu'il y ait beaucoup d'influence l'un sur l'autre. La co-influence, c'est que vraiment l'addiction et la pathologie psychiatrique se trouvent très bien ensemble et s'alimentent. Donc on va le voir après parce qu'on fera défiler, on va attendre un petit peu le petit PowerPoint que j'avais fait. Mais en général, dans 2/3 des cas, l'addiction apparaît avant la pathologie psychiatrique. Ça, c'est très important de le savoir, notamment les médecins généralistes. C'est que quand on suit des enfants, des adolescents, notamment au niveau de l'adolescence, quand on commence à constater que ces jeunes patients commencent à, serait-ce que le tabac, ça peut commencer par là, de cannabis ou l'alcool, notamment chez les jeunes, vous connaissez le fameux binge drinking qui peut arriver, qui est assez fréquent chez les jeunes. Quand il y a cette manifestation-là rapportée soit par les parents, soit par le patient, ça doit nous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Comment est ce jeune patient psychiquement parlant? Est-ce qu'il y a un trouble anxieux? Est-ce qu'il y a un trouble dépressif? Donc ça, c'est un repérage, à mon avis, très important en tant que médecin généraliste ou autres, évidemment, professionnels libéraux qui voient qu'effectivement, on tombe dans une addiction parce qu'encore une fois, dans 2/3 des cas, l'addiction apparaît avant la pathologie psychiatrique. Quand vous dites qu'elle apparaît avant, ça veut dire qu'on la reconnaît avant ou qu'elle se déclare avant la pathologie psychiatrique type l'anxiété? Elle se repère. Elle se repère. Évidemment que la pathologie psychiatrique est déjà elle est là. Elle est là. Mais la manifestation clinique, c'est vraiment aller chercher un produit. Donc, c'est la partie émergée de l'iceberg, évidemment. Sachant que certains produits précipitent la pathologie psychiatrique. Alors, on parle du cannabis notamment. Chez les jeunes, il n'est pas rare que certaines molécules, comme le THC, précipitent les patients qui sont évidemment qui ont une vulnérabilité sur le plan psychiatrique, précipitent les patients sur des pathologies notamment psychotiques. Et un premier épisode psychotique sous cannabis, on rentre dans la pathologie psychiatrique. Sachant que ce que disent les psychiatres ces patients-là auraient pu ne pas rentrer dans la pathologie psychiatrique s'ils n'avaient pas pris une molécule qui a pu les faire décompenser. Ça, c'est important. Et parce que là, tu dis, bon,
on est devant une addiction, on se pose d'autres questions. Moi, chez les jeunes. Et comment tu fais pour explorer le reste du groupe? C'est pas évident, c'est pas facile, puisque les gens ils viennent te consulter pour une addiction, et toi tu vas chercher derrière autre chose. Mais comment factuellement, est-ce qu'il y a des outils ou c'est l'entretien qui fait que tu détectes? Ouais, dans ce que j'entends là, moi, ce dont je parlais, c'est souvent les professionnels de santé qui repèrent l'addiction et qui vont eux-mêmes se dire, oula, attention, ce jeune est en train de partir. Ensuite, autre chose, les patients qui viennent pour une problématique d'addiction, c'est un peu ta question. Oui. Ça, c'est en général, c'est pas les jeunes, ça. Hein. Les jeunes ne viennent pas pour ça. Donc, c'est plutôt des patients qui sont installés dans une problématique d'addiction, qui viennent soit forcés par l'entourage, soit ils commencent eux-mêmes à avoir les pertes en lien avec cette consommation. Et là, donc, ils viennent nous consulter. Et évidemment, nous, on pense immédiatement à est-ce qu'il y a sa vulnérabilité, ces facteurs individuels de vulnérabilité. Et donc, on va explorer en tant que médecin de premier recours en tout cas, ou professionnel de santé libéraux, on va essayer de voir s'il n'y a pas une vulnérabilité psychique, psychiatrique. Évidemment, si on a un doute, on adresse et on fonctionne en coordination avec nos médecins psychiatres. Ou éventuellement un psychologue aussi. Ça peut être intéressant d'avoir un premier abord avec un psychologue qui fait un peu moins peur que le psychiatre. Donc, voilà. Donc, on adresse et nous, on repère et puis on a des éléments en tant que médecin généraliste aussi. On a des petits questionnaires comme le test HAD, hôpital anxio-dépressif, qui est très facile à utiliser et qui nous permet de repérer, déjà de faire un petit état des lieux sur l'état d'anxiété ou de dépression. Le test de Hamilton, aussi connu par les médecins pour la dépression. Et après, c'est tous les autres troubles, troubles de personnalité. Là, ce sera au psychiatre d'en parler. Un trouble de l'humeur un peu plus important. Donc, juste, ça c'est important à savoir aussi, c'est que 40 à 50% de ça, 40 à 50% des patients suivis en addictologie ont une problématique psychiatrique, ont un trouble psychiatrique. 40 à 50% des patients qui présentent une addiction ont un trouble psychiatrique. D'où l'importance de la coordination avec nos confrères psychiatres. Voilà. Je sais pas si des questions par rapport à ça. Bonjour. Alors, ceux qui sont en visio, le docteur Bessovac, le docteur Sussman nous rejoignent et le docteur Bessovac qui pourra co-animer avec le docteur. Vous avez besoin des psychiatres, ils sont là. C'est ma part. Pour faire un tout petit résumé, je vous laisse. Oui, pour résumer la situation, oui. Monsieur Luc a présenté, posé la question qu'est-ce que c'est les pathologies de l'homme? Il est en train de définir ce que c'est. Et il est en train de nous expliquer que souvent, les messages des professionnels libéraux de l'addiction, derrière l'addiction, on peut retrouver des pathologies On découvre ensemble assez souvent, non? Des pathologies psychiatriques. Oui. Et il nous disait que c'est les symptômes qui étaient repérés chez les gens, mais que derrière, il faut aller chercher, car souvent, on trouve des pathologies psychiatriques. Est-ce que les psychiatres sont d'accord? Tout à fait qu'on est d'accord. Surtout, moi, j'interviens au centre d'addictologie, je fais les consultations, je participe à l'hôpital de jour. Et c'est vrai que quand même les patients viennent pour addiction et ils deviennent bien soignés au centre d'addicto, on découvre certaines pathologies qu'on pense sous-jacentes, qu'on n'a pas vues au premier plan parce que c'est quelqu'un polytoxe ou addiction à quelque chose. Et on retrouve comme symptomatologie anxio-dépressive. Souvent, ça nous arrive qu'ils utilisent, par exemple, l'alcool comme anxiolytique. Je suis angoissée et je prends ça, ça me soulage. Comme ça, je peux faire interaction sociale plus facile,
même ça peut arriver au travail, ça peut arriver dans la famille, ça peut arriver dans le sport et tout ça. Ça, on le retrouve souvent et c'est vous aussi vous rencontrez très facilement des patients qui arrivent avec symptomatologie anxio-dépressive chez vous, mais il s'est déjà un peu caché sous addiction d'alcool. C'est-à-dire on ne voit pas au premier plan très facilement les symptômes comme ça. Deuxièmement, nous, qu'on a souvent, c'est les patients avec cocaïne, kétamine, qui cherchent les effets parce que sous-jacent, on découvre hyperactivité, troubles d'attention et qu'on a commencé à mettre en place avec notre IPA. Elle se spécialise pour diagnostic, parce que diagnostic de TDAH, ça prend 2 ans. Au CRA à Toulouse, il y a attente de 2 ans. Et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu attendre et fragiliser les patients, surtout si après la cure, ils deviennent abstinents ou ils diminuent énormément la consommation. Et c'est déjà au centre d'addicto, ils font les premiers tests de repérage. Et après, ils ont une consultation avec notre IPA et dès que c'est validé par le psychiatre, on a déjà mis en place le traitement de Ritaline et qu'on voit efficacité. C'est souvent ça. Et après, aussi, c'est dans le cadre du trouble de la personnalité, en borderline, avec des douleurs à la souffrance. C'est une troisième pathologie qu'on rencontre assez facilement comme diagnostic duel, qui peut être aussi combiné avec symptomatologie ou comme dépressive ou bipolarité. Chez les patients bipolaires, surtout sur axe 2, type 2, souvent ils se retrouvent avec consommation de toxiques, d'alcool. Chez les patients bipolaires, on voit ça assez souvent qu'il y a addiction, alcool, cocaïne et bipolarité. Docteur Messova, il y a une question en visio de Camille Piquet. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonjour, merci déjà pour cette réunion. Justement, ces pathologies duelles, nous on le voit bien dans la pratique, c'est extrêmement intriqué, psychiatrie, addicto. Quel est l'avantage pour vous de séparer les deux? Parce que c'est un peu comme ça que vous fonctionnez. On prend en charge l'addiction côté addiction et on prend en charge les troubles psy côté psy. Qu'est-ce que vous y trouvez, vous, comme intérêt et comment, du coup, les patients sont en demande? Donc, comment nous, on peut aussi les accompagner dans ce parcours qui est, du coup, duel? Comment est-ce qu'on peut... voilà, leur répondre. Après, Dr. Sussman, il peut répondre aussi. En pleine consommation ou d'alcool ou de toxiques, c'est très difficile même faire du diagnostic ou même traiter comme il faut la pathologie. Nous, on préfère vraiment qu'au moins sévrage est fait ou diminuer la consommation, comme ça on peut se prononcer mieux. Moi, je ne sais pas Il faut se rappeler quand même que dans la démarche diagnostique et du diable, mais dans la démarche diagnostique du DSM-5, la présence d'une pathologie somatique ou d'une problématique addictive active ne permet pas un diagnostic psychiatrique. La démarche diagnostique devrait s'arrêter là. Cet homme est alcoolisé, cet homme est sous l'emprise de toxiques, l'effet de stupéfiants, ou il a un désordre somatique repéré, hypothyroïdien, je ne sais. La démarche diagnostique du DSM-5 s'arrête là. Dans l'absolu, on ne devrait même pas appeler un psychiatre s'il y a quelque chose, il y a un déséquilibre somatique ou une pathologie addictive en cours. Donc, c'est vrai que c'est une priorité pour les médecins psychiatres de pouvoir mettre en sécurité des patients qui sont sous l'emprise chronique et préjudiciable d'alcool. Donc, ça passe toujours sur une cure de sevrage pour essayer d'y voir clair, ne serait-ce que déjà dans les premiers jours, où là peuvent apparaître quand même des symptomatologies psychiatriques
assez aiguë, on va dire peut-être psychotique ou bipolaire, aussi une symptomatologie dépressive encore un petit peu floue, mais qui évoque quand même d'une profondeur bipolaire. Mais en même temps, comme les addictos le savent, voilà, il faudrait quand même le recul de 4 semaines, le fameux test des 4 semaines, pour avoir l'idée de la timide de base en dehors des désordres engendrés par l'exogénose chronique, par exemple. Les usages de stupéfiants, etc. Bon, ça, de stupéfiants autres que l'alcool, ça c'est une autre histoire. Bon, on sait que voilà, l'usage de cocaïne, un bien-être sous cocaïne évoque très fortement quand même un TDAH sous-jacent qui est calmé par les psychostimulants. Mais voilà, il faut garder à l'esprit quand même que tout trouble organique présent, patent, où toute addiction active ne permet pas un diagnostic psychiatrique fin, ne le permet pas tout court. La démarche diagnostique fiable, la démarche diagnostique du DSM-5 s'arrête là. Est-ce que c'est une patho, est-ce que c'est un trouble organique, est-ce que c'est une pathologie addictive aiguë ou active, ou est-ce que c'est une pathomimie? C'est très rare, ça peut arriver en milieu carcéral, par exemple. On est très mal, mais on n'est pas si mal que ça. Voilà. Et une fois que si on coche une case positive à tous ces diagnostics, eh ben, on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans la démarche diagnostique psychiatrique. Parce que tout est tellement perturbé que ça ne permet pas une évaluation fiable et encore moins fine. Alors, il n'y a pas de diagnostic, mais est-ce que ça veut dire qu'on s'arrête là? Non, ça veut dire qu'on a aussi l'histoire. Donc, si on a derrière une histoire dépressive récurrente, si on a derrière des hospitalisations ou des choses qui sont quand même à distance des problématiques addictives ou autres, on a quand même une idée. On sait qu'il y a quelque chose qui se cache derrière et qu'on va finir par le trouver. Il peut y avoir une parcours psychotraumatique. On sait que l'alcool est un traitement du psychotrauma. Voilà. L'alcool est un traitement de la dépression. L'alcool est un traitement de l'angoisse aiguë. C'est plus rare dans la schizophrénie parce qu'en général, la pathologie, enfin, ça peut arriver, mais nos patients qui ont une schizophrénie, quand même, ne vont pas tous basculer très rapidement dans la solution alcoolique pour une autre. Enfin, c'est pas le cas. Nous, on traque la bête parce que c'est que si à un moment la pathologie psychiatrique se déséquilibre, on sait que là, on leur dit, est-ce que le soir, vous n'avez pas tendance à vous mettre une petite fichette ou que sais-je, voilà, de se faire un petit renfort en somatique à l'alcool le soir. Mais on le voit venir et on dit, attention à ce que vous faites là, c'est pas sans risque, etc. Donc, c'est pas quand même l'essentiel des personnes comme les troubles psychotiques. L'alcool, c'est pas l'issue principale. Par contre, c'est vrai que dans les psychotraumatismes, dans les troubles de l'humeur, dans les troubles de l'attachement sévère qui évoluent vers un trouble borderline, où oui, là, ça va trouver sa place très rapidement. Voilà. Après, c'est important parce que vous pouvez se retrouver avec les patients qui sont alcoolisés, qui ont des propos délirants, suicidaires et tout ça. Nous, on demande après passage aux urgences pour certaines pathologies parce que déjà, nous, on a un protocole à reprendre les patients au-delà de 1,5 d'alcoolémie et pour aussi éliminer des autres pathologies éventuellement dans somatique. Hier, ça m'est arrivé qu'il y a une infirmière qui voit en accueil un patient non connu par nos soins, qu'il a eu apparemment une petite hospitalisation de jour au nord de la France et qu'il se présente comme délirant et qu'il demande un avis urgent mais je demande des toxiques, s'il ne prend pas des toxiques. Et oui, il prend cocaïne, kétamine et tout ça. Et plus, il n'a pas voulu venir. La dernière fois quand il a pris, s'il n'a pas pris le même jour, c'est-à-dire qu'il peut avoir tableau comme un psychotique ou comme un dépressif. Mais j'ai dit d'abord passage aux urgences pour voir qu'est-ce qu'il a pris, comment il est au bilan somatique. Et nous, on va après prononcer qu'est-ce que c'est. Mais même pour les patients qui arrivent suicidaires, dépressifs, angoissés, nous, quand il arrive, même si ça présente comme tableau dépressif parce qu'il est triste, il y a quand même des symptômes qui sont présents, nous, et s'il y a par exemple alcool dedans, on attend de finir le sévrage.
on ne va pas mettre antidépresseur. Et une fois sur deux, au bout de 8 jours, il est plus dépressif parce que l'alcool est dépressogène. Il y a 11 fois plus de suicides avec consommateurs à alcool fréquents. 11 fois, 13 fois. Ça peut être 13 fois. Bon, plus important au moment de consommation régulière. Si tu peux rajouter. Et je voulais rebondir sur ce que disait le docteur Bessova à propos de quand je vous ai expliqué tout à l'heure la démarche diagnostique du DSM-5, etc., dans lequel on va chercher le désordre somatique, l'état addictif, ou l'état d'imprégnation, que sais-je, ou autre chose. Quand un patient arrive, il peut avoir un état aigu d'expression psychiatrique comme ça, nous, en fait, notre démarche, qui est abusive parfois, c'est parfois une hospitalisation sous contrainte avec la garde à vue psychiatrique des 24 heures, des 72 heures, mais en fait, on se substitue dans l'état d'urgence aux services des urgences qui sont saturés de notre côté. Mais il faut savoir, par exemple, dans la région lyonnaise, dans le CHU de Lyon, les psychiatres de liaison ne se déplacent pas avant 72 heures. Ils trouvent, et à juste titre, qu'il n'y a aucune raison qu'un psychiatre vienne donner son avis sur une personne qui est rentrée en état d'intoxication aiguë. C'est un état toxique. Et ils ne viennent donner leur avis qu'au bout de 72 heures. Et au bout de ces 72 heures, en général, la demande est caduque parce que la personne va très bien, les médicaments sont passés, les stupéfiants sont passés, etc. Donc, aucune personne scientifique, aucune expression, aucune symptomatologie. Et on dit au psychiatre, finalement, c'était... Donc, il faut l'avoir en tête. Ça veut dire que nous, on a une démarche, on a une présence, on a une réactivité qui est quand même assez grande. On réagit dans les 8 heures, dans les 12 heures, dans les 24 heures. Mais la plupart du temps, comme dit le docteur Bessova, une fois sur deux, c'était un état toxique qui a trouvé refuge, mise en sécurité, en service psychiatrique et quasi abusif. Ça relève d'un service d'urgence. Voilà. Il ne faut pas trop déranger les psychiatres. Oui, non, docteur, c'est pas ce que les appelle qu'à partir de 3 semaines à peu près. C'est pas ce que l'on dit. Ça veut dire que là, évidemment. On participe d'une certaine manière à l'effort de guerre, mais en soi, ce n'est pas l'intoxication aiguë, voilà. Ça peut présenter, ça peut être l'image grave, ou suicidaire, ou délirant, ou agité. Et finalement, il faut. Ça m'est arrivé au CMP, il y avait une jeune fille qui est arrivée, connue pour bipolarité et alcoolisme. Et elle était accompagnée par son père. Elle est très agitée, très expressive et tout ça. Et j'ai dit, je ne sentais rien au niveau alcool. Et j'ai dit, elle a dû consommer, ou on doit éliminer qu'elle a consommé. Le père, il a dit, j'ai surveillé toute la nuit parce qu'elle a une petite garçon de 5 ans. J'étais toute la nuit avec elle, elle n'a pas consommé. Bon, on envoie sans passage aux urgences parce qu'elle me dit qu'elle n'a pas consommé. On n'a pas eu à l'époque alcotest. À l'époque, c'était 3 mois. Il arrive dans l'unité. Elle a eu 3 grammes d'alcoolémie. Et on n'a rien senti. Et finalement, elle a dit qu'elle a eu une bouteille aux toilettes cachée, qu'elle a bu avancer. Là, on parle bien donc, effectivement de des pathologies éventuellement aiguës. Mais ce qui est important aussi pour les libéraux, c'est ce qu'on disait au début, c'est que la pathologie, les chiffres qui vont apparaître, on va les mettre, la pathologie psychiatrique est présente chez 40 à 50% de personnes qui ont des problématiques d'addiction. Donc c'est vrai que ce qui est très important, ce que vous disiez, c'est l'intérêt des sevrages en milieu hospitalier, comme on peut le faire, c'est ça, c'est qu'on peut vraiment évaluer les patients, effectivement, entre 3 et 5 semaines, sans le produit, et là c'est intéressant parce qu'on peut aller vraiment faire des choses. Et je vous propose de passer justement ça, et puis on en discute, parce que j'ai trouvé ceci fait par le collège de médecine générale, qui donne un peu ces chiffres-là, que voilà, 20 à 30% des patients qui présentent des troubles mentaux ont une dépendance à des substances. Et vice-versa, 40 à 50% des patients qui ont des troubles de l'usage d'un produit ont des troubles mentaux. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans 2 tiers des cas, l'addiction précède l'expression du trouble psychiatrique. Ça, c'est important, c'est ce que je disais avant que vous arriviez.
c'est qu'au niveau des professionnels libéraux, de repérer ça chez nos jeunes qui viennent amener soit par les parents ou parfois pas même sur des consommations que l'on voit consommer, on peut interroger, donc l'intérêt de repérage précoce que les professionnels libéraux connaissent, hein, que ce soit pour l'alcool, avec des questionnaires audit ou pour le cannabis, le questionnaire CAST, c'est des choses qu'on peut trouver assez facilement, nous permettent de faire ce repérage-là. On peut passer. Je peux rajouter, comme je vois certains jeunes, il y a quand même la différence, il y a 20 ans, je ne sais pas comment vous voyez les choses, ou maintenant, quand on propose même un suivi psychiatrique, psychologique ou un centre d'addiction, ils ont plus de facilité. Ils sont plus compréhents qu'à l'époque on propose. Et je pense qu'il faut penser à ça parce que cette génération qui est et qui peut être déjà en addiction, il accepte beaucoup plus facilement même les soins en addicto. Faire le point, on ne dit pas que strictement interdit et tout ça, mais faire le point et ils sont plus accessibles, je trouve. Hein. Oui, c'est intéressant de rajouter, mais il faut œuvrer tous, en tant que professionnels libéraux, justement sur une normalisation des consultations addicto, normalisation des consultations psycho, ça fait partie, alors psychiatre, c'est peut-être encore un step supérieur, mais je pense que c'est important de ne pas hésiter à s'appuyer sur nous, dans les ambulatoires. Les patients sont reçus chez nous, et on l'a voulu comme ça, je l'ai voulu comme ça, par un psychologue en premier, et ensuite, plus ou moins un infirmier, puis plus ou moins un médecin addictologue. Il ne faut pas hésiter justement à l'utiliser comme ressource, et puis c'est ouvert vraiment à tous. Et après, on fait le point, et c'est très intéressant pour les patients et pour tous les professionnels. Et donc, concrètement, Yvon, on détecte quelque chose. Comment on fait pour je constate l'addicto? Alors, le but, c'est que le patient se responsabilise, donc c'est lui qui appelle. Le professionnel connaît les centres d'addictologie près de chez eux. Il y a les centres de soins d'accompagnement de prévention addictologie qui sont les APA. En gros, c'est des consultations ambulatoires. Il y en a de la Tarbes, à Aix-sur-Adour, j'ai entendu qu'il y avait des patients sur Aix-sur-Adour, je pense qu'il y en a un. Saint-Gaudens. Pour le plateau de l'Admeuzan, c'est nous. On a une unité ambulatoire qui fonctionne comme un APA. Et donc, voilà, donc dire que vous connaissez ces structures, donc si vous ne les connaissez pas, rapprochez-vous, ça va et après, vous leur vendez. Vous leur vendez pour faire le point, comme tu disais. Et c'est très ouvert et c'est pas enfermant, au contraire. Il faut que valoriser l'intérêt d'aller parler de ça parce que la structure pour ça, c'est quand même une chance. Donc voilà, donc il y a cette diapo-là, donc plus de troubles psychiatriques chez les consommateurs. Alors vous avez vu, ils différencient les différentes substances. Le tabac, vous avez vu, donc 2 à 4 fois plus important que dans la population générale. Nous, dans les services, les patients que nous recevons sont systématiquement, en tout cas, on leur propose systématiquement une prise en charge pour le tabac. Le tabac, ça c'est l'addictologue qui parle, le tabac, c'est vraiment la plaque tournante de l'addiction. En général, tout le monde a commencé par là et ça favorise, par une déstabilisation de notre cerveau au cycle de la récompense, ça favorise le fait que d'autres produits arrivent. Ça favorise l'apparition d'autres produits. Ça fait le lit, on peut dire. L'alcool, vous avez les chiffres devant vous, vous avez vu que c'est en fonction des pathologies. Alors, tu disais que c'était pas, tu vois, ils n'ont pas marqué. Apparemment, pour la schizophrénie, effectivement, Je n'ai pas de chiffres. Ouais. C'est pas ma préoccupation. Pour moi, c'est une vigilance particulière dans la schizophrénie, oui. Au même titre que les idées suicidaires. Hein. C'est un peu pareil, hein. C'est-à-dire qu'on l'oublie. Et les patients qui ont une schizophrénie, même ne sont sujets à des idées suicidaires parfois très, très masquées, larvées, etc. Ce sont des patients qui passent à l'acte de manière radicale, brutale, imprévisible. Donc, il faut vraiment avoir quand il y a un suivi psychiatrique, si je dois dire une chose aujourd'hui, c'est un patient qui a une schizophrénie équilibrée,
ou en rémission partielle, par exemple, mais donc qu'on est amené à accompagner. Demandez toujours s'il a des idées suicidaires. Toujours. Ça peut, parce que ça fait partie de ce groupe de patients pour lequel on ne va pas les chercher spontanément. On va les chercher spontanément. Les patients qui ont un trouble borderline, c'est une maladie suicidaire. L'expression suicidaire, quand même, de premier plan. Un trouble de l'humeur, on va les chercher. Oui, on va chercher de ça. Les patients dépressifs, évidemment. Ce n'est pas ceux qui passent à l'acte le plus, les patients dépressifs, loin de là. Et les patients qui ont schizophrénie, non, on va dire, est-ce que vous entendez des voix? Est-ce que vous voyez des choses? Est-ce que vous êtes persécuté? Est-ce que vous êtes désorganisé? Petit test des proverbes, etc. Mais la menace la plus inquiétante, c'est le suicide. Donc, toujours demander les idées suicidaires, en aparté, et en même temps, même si ce n'est pas un risque de premier plan qui prend toute l'image, là, demandez toujours s'il pique ou pas, quand même. Le soir, les angoisses, la nuit, c'est pas trop bien. Demandez quand même si, s'il y a du produit, parce que ça voudrait peut-être dire que quand même le traitement n'est pas trop équilibré. Par ailleurs, je suis d'accord avec les chiffres qui sont devant nous, hein. Trouble de l'humeur au premier plan, trouble bipolaire. Voilà, ça, c'est à rechercher en priorité. Les troubles de personnalité, évidemment, plutôt dans une ligne borderline. Et évidemment, les anxiétés qu'on a eu du mal à équilibrer. Et l'alcool, ça marche super bien sur l'anxiété. Ça marche trop bien. Mais alors, il y a un coup à payer. C'est ce que je disais tout à l'heure, que certaines substances pouvaient permettre l'entrée dans la pathologie psychiatrique aussi, telle que le cannabis. Est-ce que là-dessus, vous êtes d'accord aussi, parce que c'est noté chez les patients qui ont eu cette vulnérabilité-là, vulnérabilité génétique, oui. Ceux qui n'ont pas rencontré le produit peuvent ne pas développer la pathologie, et ceux qui l'ont rencontré la développent. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, cannabis bloque l'efficacité de traitement antipsychotique. Comme l'alcool bloque l'efficacité du traitement antidépressif. Oui. Et ça, c'est pour ça qu'on se retrouve avec certains patients type chronique parce qu'ils consomment cannabis et comme ça, antipsychotiques, même nouvelle génération, ils ne sont pas efficaces. Parce qu'il y a déjà comme une couche, une cannabis sur les récepteurs et ils n'arrivent pas à accéder comme il faut. Ça, c'est intéressant. Petit aparté, peut-être, les interactions des produits que prennent les patients en chronique et les médicaments. Il y a un très connu qui est le tabac est un inducteur enzymatique, je ne me trompe pas, et agit sur les produits, certains médicaments, notamment des médicaments comme la clozapine, mais aussi l'olanzapine. Et je me souviens d'un patient quand même que j'ai eu en hospitalisation, qui allait plutôt bien, et ce patient, figurez-vous, a arrêté de fumer durant l'hospitalisation, il était sous l'olanzapine à forte dose. Et d'un coup, nous n'avons pas compris ce qui s'est passé. Il est devenu complètement confusionnel, jusqu'à avoir de la permutation et être pas bien du tout. Et en fait, je l'ai hospitalisé en médecine. Ils n'ont rien trouvé, on n'a rien trouvé. Et la seule chose qu'on ait pu trouver, c'est une efficacité beaucoup plus importante de l'olanzapine. Et c'est bien un surdosage de l'olanzapine parce qu'il avait arrêté de fumer. Et je vous avoue que c'est mal resté, donc c'est intéressant d'en parler, parce que le tabac, c'est un inducteur enzymatique, donc ça dégrade certains médicaments, et quand on arrête, en fait, ces médicaments marchent beaucoup mieux. Donc c'est à peu près pareil pour, comme tu le disais, les antidépresseurs et l'alcool. Nous, on a des patients qui arrivent avec des doses d'antidépresseurs en sevrage assez importants. 3-4 fois la pathologie habituelle, la pathologie maximale, on va dire, des dépresseurs. Et quand on arrête l'alcool, ils peuvent se mettre en sérum sérotoninergique. C'est-à-dire qu'ils sont super up. Et en fait, on se rend compte, maintenant on ne se fait plus trop avoir, mais on se rend compte que d'un coup, les médicaments marchent bien. Parce que, classiquement, on dit que quelqu'un sur un antidépresseur et qui consomme quotidiennement de l'alcool, son antidépresseur marche de moitié. Alors, je rebondis sur encore une remarque importante, peut-être dans votre pratique quotidienne. Alors, peut-être qu'on aura l'occasion de faire une soirée, quelque chose comme ça, autour des psychotropes, de calcul. Ça, c'est passionnant.
Je rebondis sur la remarque du docteur Witt par rapport au risque de surdosage, du dosage en général. Rappelez-vous, nous, c'est une pratique quotidienne que l'on peut doser et que l'on doit doser les psychotropes, antidépresseurs, antipsychotiques, anti tout ce que vous voulez, tout se dose. Donc, et nous avons à Tarbes, au CH de Tarbes, l'un des meilleurs labos de pharmacotoxico de France, avec une sommité, le docteur Coticola, qui est à la pointe des dosages, des recommandations, des interactions, toujours disponibles au téléphone, pour discuter de problématiques médicamenteuses particulières, etc. Donc, pour nous, c'est ici, dans notre service, en tout cas au Palatoire, une pratique régulière, quotidienne, pluriquotidienne. On essaie toujours de savoir où on en est sur le plan thérapeutique. Par exemple, nous avons un patient, etc., qui a une problématique d'exogénose, qui est sous effexor pour peut-être un trouble bipolaire, un trouble dépressif récurrent. Pour éviter ce genre de drame, moi, régulièrement, je dose le traitement de mes patients dans le sang. Donc, ça peut être, par exemple, il est sous sertraline, 200 mg par jour. Donc, l'AMM, mais ça a l'air de beaucoup, mais en fait, on n'en sait rien. Donc, on fait simplement un dosage le matin avant la prise du traitement. On l'envoie dans un labo qui ont des contrats avec peut-être le CHU de Limoges, le CHU de Paris, souvent c'est des contrats, et qui nous renvoie au bout d'une dizaine de jours le dosage, la concentration plasmatique circulante résiduelle de la sertraline, par exemple. Et là, on a un chiffre entre 0 et 150. Voilà, et on regarde s'il est dans la norme, s'il est à 10, très bas, ou s'il est à 50, pas mal, 80, cas de cible, voire plus de 100. Il y a un risque quand même de ce dosage. Et on sait exactement où il en est. Ça évite les mauvaises surprises. Par exemple, ça évite si on a tout de suite là qu'on l'a mis et qu'il est sous l'effet d'alcool en chronique et que quand même il ne rebondit pas, il a toujours des symptômes dépressifs, mais qu'on a quand même une sertralinémie résiduelle à 120, on va s'inquiéter de l'arrêt de l'alcool quand même, parce que ça va faire mal. Tout de suite, il va être dans une dose quasi de surdosage, même si ce n'est pas un surdosage. Que dire, un surdosage statistique, c'est quand même un surdosage clinique du quotidien, donc au-dessus de 100, faire attention, la limite c'est 150, mais voilà, donc tout ça, tout se dose. Si vous avez le moindre doute sur l'efficacité d'un traitement, par exemple, en France, c'est ma perception, la proposition thérapeutique, la recommandation, très souvent les patients sont sous-dosés. Ce n'est pas que l'antidépresseur ne marche pas, c'est que pour ce patient-là, son métabolisme personnel, ses voies métaboliques personnelles font qu'il est sous-dosé. C'est un métaboliseur rapide. Donc, on peut être très surpris, notamment la fluoxétine, on peut se dire ça marche, ou ça marche pas. On fait la fluoxétine, elle est à 9. C'est arrivé, c'est une ado. Elle était contente, elle prenait son traitement, elle était à 9. La concentration plasmatique efficace minimale plancher, c'est 120. Donc, ma collègue pédopsie me dit qu'est-ce qu'on fait? Bah, écoute, pour elle, c'est de la farine. T'en fais ce que tu veux, c'est de la farine. Si tu, à un moment, tu cherches une efficacité thérapeutique réelle, tu la places sous sertraline, tu la places sur autre chose, mais la fluoxétine, tu peux abandonner, parce que même si tu la mets à 100 mg, 5 comprimés par jour en plus, ça ne changera rien, elle restera toujours en dose infrathérapeutique. On a parfois d'énormes surprises. Comme on a des surprises inverses. On fait un dosage et on se rend compte que, au taquet, aripiprazole, 10 mg par jour, un standard, une base, voilà. Supérieur à 1000 aux concentrations plasmatiques. Alors, on comprend que le gars, il tremble, qu'il ne va pas trop bien. Quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à doser tous les psychotropes, et c'est valable aussi pour tous les médicaments. On adapte, nous, c'est arrivé, des antihypertenseurs. La mamie, elle chutait sans arrêt. On fait le dosage de l'antihypertenseur dans le sang, il était au taquet. Il était très au-delà des doses. Donc, nous avons tous des voies métaboliques qui sont plus ou moins efficaces. Et ça, tant qu'on n'a pas dosé, il y a la surprise. Deuxièmement, à propos du labo pharmacotoxico de Tarbes, le docteur Petit-Colin est aussi à la pointe en ce qui concerne les toxiques. Il faut savoir qu'en ce moment-là, sur le marché qui circule, il y a des cannabinoïdes de synthèse extrêmement puissants qui déchirent leur race, si je puis me permettre, et ça, qui sont indétectables aux tests de cannabis standard, bronchiolite urinaire, etc. Indétectables. Ce n'est pas du cannabis, ce n'est pas du CBD, on mélange ça au CBD, c'est vendu dans la rue et c'est des cannabinoïdes de synthèse
une extrême puissance, est capable d'entraîner des dépendances. Alors là, si je peux revenir, on passera à la diapo pour avancer. Juste une petite info sur le CBD, puisqu'il y avait le CHU de Marseille, de Montpellier, qui ont fait toute une étude sur tout ce qu'il y avait comme ce qui se vendait en magasin sur le CBD. C'était en 2023, donc ça a eu 2 ans. 80% ne sont pas ce qui est marqué sur l'étiquette. Dans 80% des cas, ce n'est pas le cas. Donc, il y a souvent du THC dedans supérieur à 1,2%, ce qui fait que nous, sur le badolette urinaire, voire sur les tests salivaires, les patients sont positifs. Donc, ils fument du CBD ou ils prennent du CBD, ils croient être tranquilles par rapport à la force de l'ordre. Et en fait, ils se font arrêter parce que c'est positif. Et aussi, dedans, il y a des cannabinoïdes de synthèse qui ne sont évidemment pas pétotifiés, qui sont positives en de lettres. Et donc, ce n'est pas du tout safe. On ne peut pas conseiller aux patients de fumer du CBD. C'est petit aparté. Voilà. Je ne sais pas de quelle heure il est parce que on avance un tout petit peu. Plus de consommation chez les patients et tout. Voilà. Bon, on vient d'en parler quand même. Hein. Regarde, schizophrène, qu'est-ce qu'ils disent? 4,6 fois de plus de problèmes d'addiction que les personnes sans maladie psychiatrique. Bon, c'est une valeur. Voilà. Passer. Repérage. Échelle classique de chaque trouble. Je pense que ça, c'est pareil, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les échelles de repérage de patients, soit pour le tabac avec l'échelle de Fagerström, l'échelle CAST pour le cannabis, Audit pour l'alcool, et puis tout ce qui est repérage, comme j'en ai parlé tout à l'heure, le test de HAD, hôpital anxio-dépression, pour les généralistes, c'est pas mal, même pour les autres corps de métier, hein, d'ailleurs. Le test de Hamilton pour les médecins. Donc, bref, voilà. Les facteurs d'alerte des pathologies duelles. Donc là, je pense que, tu en avais parlé tout à l'heure, tout ce qui est antécédents familiaux, on repère tout ça. Hein. On repère les antécédents, évidemment, familiaux de problématiques psychiatriques et addictologiques. Nous, à chaque fois qu'en addicto, on voit un patient, les premières consultations, les antécédents familiaux sont très, très importants. Et on demande évidemment nos antécédents somatiques et antécédents psychiatriques et antécédents addictologiques, puisqu'on sait qu'on a des facteurs neurogénétiques, neurobiologiques génétiques sur notamment les problématiques addictives, hein, qui peuvent aller jusqu'à 30 à 50% selon les études. Hein, donc, il y a des familles hein, d'alcooliques, donc on peut dire que c'est grandiose, mais surtout, on a une sensibilité plus importante à un produit qui nous fait vachement de bien par rapport aux copains à côté. Voilà. Donc, c'est un facteur que nous précipitons. Pour première anamnèse est plus importante. Hein, oui. Se donner le temps pour antécédents familiaux ou personnels. Et les gens sont surpris même quand ils le disent. Oui. Ah oui, mais mon grand-père, même ma grand-mère aussi. Et ah oui, ma mère. Donc en fait, ils n'ont pas ce recul-là, et quand on leur pose ces questions-là, je trouve que c'est très très important d'aller sur les antécédents familiaux. Voilà, on peut passer. Alors la prise en charge. Bon, prise en charge, on est d'accord. Hein. C'est pluridisciplinaire. Moi, je suis très content d'être médecin généraliste et addictologue, puisque en tant que médecin généraliste, on prend en charge la personne dans sa globalité. Évidemment, on n'est pas spécialiste, mais quand on repère quand même les choses et on adresse aux spécialistes si besoin, et notamment aux psychiatres quand on le repère. C'est très bien d'être un médecin généraliste ou même professionnel de santé libéraux, infirmières, notamment IPA ou infirmières avalées. Voilà, on sait très bien quand il faut adresser à un moment donné un petit peu. Alors, on observe une fréquence plus élevée, comme tu disais, hein, des suicides, des comorbidités somatiques aussi, évidemment. Donc, c'est tout l'impact qu'on appelle biomédico, psychosocial de la problématique addictive et aussi psychiatrique. Évidemment, au niveau social, le développement il est compliqué, même judiciaire, psychologique et évidemment médical, les comorbidités psychiatriques induites par ces consommations. Bon. Parce que
Et je pense que c'est terminé. En tout cas, ce petit PowerPoint pour récapituler. Et après, on peut ouvrir les questions. Juste un truc à saisir. Ce que tu dis, il faut adresser aux psychiatres. Mais les psychiatres, aujourd'hui, ce sont des familles. Ils disent, si un addiction, je ne veux pas en entendre parler. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'on est là pour aider les psychiatres, adresser dans les centres d'addictologie. Oui. Et à un moment donné, on demandera quand même l'avis psychiatrique, on en discutera avec eux. Parce que c'est effectivement, ils ne sont pas forcément très nombreux non plus. Et je pense que c'est important de pouvoir qu'ils puissent avoir une vision du patient le plus loin du produit possible. Après, C'est ça. dans la mesure Parce possible. Quand il y a plein de consommation, c'est compliqué, mais vu que nous, on intervient même en cure qui sont déjà de la première semaine ou deuxième, et c'est différent Oui, déjà. bien sûr. Mais c'est pour ça pour nos collègues, on est d'accord, on adresse à Mais l'addictologue. ils arrivent Et l'addictologue. bien débrouillés. Oui. Voilà, parce que sinon, et puis on le sait très bien aussi, la psychiatrie, vous l'avez dit, il faut pas faire de boulot, il y a des files d'attente. Donc, je pense que, comme tu l'as dit, c'est très ouvert. Les FAPA, les services d'attente, les sites, c'est très ouvert. Moi, je pense qu'en première intention, on contacte les spécialistes de l'addiction, et puis eux-mêmes, en deuxième intention, ils contactent le psychiatre, c'est peut-être plus aisé de. Oui, il faut plus. Après, ça c'est au début. Comme le disait Gaël aussi, ça dépend aussi de l'histoire du patient. Quand un patient qui a eu de multiples hospitalisations, un patient, bon, c'est bien de l'adresser au CMP. Oui. Voilà. Et sachant que nous, au CMP, on a une infirmière addicto. Oui. Après, je rappelle, je crois que ça a été signalé au tout début que les pathologies duelles, c'est quand même pas le meilleur des pronostics dans la prise en charge de l'addiction. Voilà, donc, la prise en charge globale. Ils n'ont quand même pas, ils n'ont pas une appétence pour le soin très forte. Ils n'ont pas une observance médicamenteuse optimale. Donc, encore une fois, c'est comme les prises en charge pédopsychiatriques, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment évaluer les besoins réels. Donc, moi, je dis toujours, sans vouloir charger la hotte de nos Pères Noël de la dictologie, que je préférerais qu'ils aient suivi addictologique qui est la problématique la plus préjudiciable du moment en priorité, et qu'ensuite on soit en seconde ligne, nous les psychiatres, quand il y a un vrai travail, une mise en sécurité d'une certaine manière. Et là, on interviendrait pour des problématiques cliniques ou des choses comme ça. Mais étant donné que ce sont des patients avec lesquels l'accroche est difficile, avec lequel voilà, la prise de conscience ou l'investissement dans le soin est quand même fragile, sinon précaire, j'ai tendance personnellement à vouloir essayer d'accrocher le soin le plus possible à la dictologie. Je peux me tromper, mais… Non, mais c'est souvent une alliance thérapeutique qu'on crée au départ. Et dans cette alliance thérapeutique, on vous les fait rencontrer. Voilà. C'est-à-dire qu'on travaille quand même ensemble, même si le patient n'est pas complètement sevré du produit, en tout cas, il y a quand même déjà le soin, il y a l'alliance thérapeutique. Donc, c'est vrai que la porte d'entrée pour nos collègues libéraux, les centres d'addictologie les plus proches de chez vous, encore une fois, hein, c'est sur tous les territoires, il y en a. C'est intéressant de se rapprocher d'eux. Et à ce moment-là, l'alliance est créée. Ensuite, on peut vraiment travailler avec les patients. L'agression au psychiatre, on l'explique et le patient comprend très bien. Ils sont très motivés. C'est mon addictologue qui m'envoie. Ok, d'accord, on va faire un point. Pour faire le point. Oui, pour faire le point. Courir deux lièvres à la fois chez quelqu'un qui a du mal déjà à trouver l'alliance et en plus avec une espèce d'appréhension de la psychiatrie que ça ne l'intéresse pas trop. Donc nous, on force et puis on voit que, comme dit le docteur Dick, qui sont quelque part sécurisés, oui, là c'est plus facile pour eux. Voilà. Oui, puis le travail d'ambivalence, évidemment, en proportion d'être humain, mais qui est vraiment plus important dans la problématique addictive. Donc, ils se rendent compte qu'ils se soignent avec un produit qui n'a pas forcément très adapté. Et ça serait intéressant de mettre en place un produit un peu plus adapté. Voilà. Et les non-convertibles sont très fortes. Après, souvent, vous êtes médecin généraliste, c'est ça? Vous êtes médecin généraliste? Parce que vous intervenez souvent dans des cas de crise, même dépression, des traumas. Oui. Et je pense que c'est important parce que vous arrivez à mettre en place très bon antidépresseur, soulagé, mais nous, on se retrouve, peut-être pas concrètement avec vous, avec prescription
qu'après, ça nécessite les soins au centre d'addiction, comme Stilnox, comme des produits qu'on n'arrive plus après, les patients se débarrassent. C'est-à-dire certains médecins généralistes, ils ont bien géré la crise avec très bons antidépresseurs, mais pour soulager le patient, ils ont se tourné vers les benzos, vers alprazolam et tout ça. Et au centre d'addiction, tu peux dire, tu te retrouves souvent avec le traitement déjà qui sont dépendants au benzo, que ça a été instauré à le mois dernier, à l'année dernière, des années. Et je pense que ça, il faut être un peu vigilant parce que le patient ne se rend pas compte, mais il ne dort plus sans Stilnox. Il est capable de passer à 2, 3, même plus de Stilnox, des clones, des noctamides. C'est problématique souvent aussi. Et ça, c'est vrai que c'est un gros souci et je pense que ça, en tant que médecins libéraux, ça peut être compliqué parce qu'on est seul, on est un peu isolé. Et c'est là-dessus qu'il ne faut pas hésiter à vraiment adresser assez rapidement dans les centres d'addictologie. Moi, je fais le même parallèle entre les opiacés pour la douleur et les benzos pour l'anxiété. Pour faire attention à chaque fois qu'on met ces deux traitements en place, c'est très important d'être en cure courte. Si le patient commence à aller à ça, il faut absolument orienter directement sur les personnes spécialisées. Même si on sait que c'est compliqué en termes de délai, mais pour expliquer que c'est très important de pas c'est en cure courte qu'on prescrit ceci. Parce que nous, on se retrouve sur des patients qui vraiment sont addicts à l'alcool et avec des benzos, et on a des posologies très importantes, donc on se retrouve à faire des sevrages et d'alcool et de benzo. Les patients comprennent très bien en plus l'addiction au benzo, sachant qu'il faut savoir ça aussi. C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur le tabac, c'est le lit des autres addictions. Les benzos, si on les laisse, ça agit au niveau du cerveau primaire, donc du cycle de la récompense, du système d'amergie, si je ne me trompe pas trop. Et ça aussi, ça entretient la mécanique addictive. Donc, quand on laisse les patients sous benzo, à chaque fois, ils prennent un shoot. Et à chaque fois, ça fait un appel sur l'autre produit qu'ils prenaient avant. Et ça peut provoquer une désangoisse. Ça présente un manque comme une angoisse. Des effets de rebond. C'est-à-dire, il doit prendre, ça c'est resté à 50, parce qu'elle dit, je ne peux pas arrêter. C'est le truc qui fonctionne. Mais c'est resté à 50, elle est en manque. C'est pour ça c'est vraiment une forme d'addiction très sévère sur les benzos. Et elle doit reprendre ce restant. C'est pour ça que peut-être en crise, même état dépressif, anxieux, il faut surtout bien réfléchir comme pour anxiolytique, aussi pour somnifère. Je pense Stilnox, il faut rayer de... Le Stilnox, ça fait 15 ans qu'il ne faut plus le prendre. Mais il est toujours prescrit. On le voit quand même beaucoup. On le voit moins. Il y en a. Chez les personnes âgées, ça peut provoquer troubles cognitifs. Il privilégie effectivement des traitements soit antihistaminiques, soit les nouveaux traitements comme le PPI, le daridorexant, 50. Bon, c'est vrai que l'indication, c'est quand même le trouble tic, le trouble insomnie chronique, mais bon, voilà, on peut avoir de bonnes surprises, mais bien sûr, voilà. En dehors de l'indication, évidemment, si on ne trouve pas ça efficace, il ne faut pas non plus être surpris, quoi. Bon, et puis toutes les mesures pourquoi pas. Non médicamenteuses aussi. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Parce que je vois que c'est En parlant du traitement, juste un aparté, évitez quand même, si vous m'entendez, si vous prescrivez des antidépresseurs, évitez quand même la paroxétine. Voilà, c'est un gros atropine, C'est énormément d'interaction. Chez les personnes âgées, c'est contre-indiqué déjà. On switch quasi systématiquement au niveau de la paroxétine, même si c'est un excellent anxiolytique, je dirais ça. Mais bon, ces effets de bord sont tels que c'est pas très bon. Hein, Voilà. Et l'escitalopram aussi, le séroplex, n'oubliez pas que comme le séropram, ça allonge le quitté de manière extrêmement significative. Donc, c'est un vrai risque à la prescription. Donc, s'il vous plaît, il y a d'excellents traitements. La sertraline en premier lieu. La sertraline. Ah oui, la sertraline. C'est un peu non. Oui, c'est une tension internationale parce que c'est un bon produit. Oui. Eh bien oui. Ça marche chez les ados, chez les personnes âgées. Il n'y a pas et la fluoxétine, évidemment. Bon, on connaît ses effets métaboliques, en tout cas ses effets d'interaction médicamenteuse. Voilà.
Mais bon, la jeune fille, le jeune homme, 20 ans, 25 ans, 30 ans, bon, allez, ça passe. On va gérer les interactions, etc. N'oubliez pas la sertraline et le jus de pamplemousse aussi. Vous pouvez faire voilà. Mais juste pour vous dire, voilà, en tout cas, dans ma pratique, peut-être celle du Dr Bessova, du Dr Logan et d'autres, quand on les reçoit au CNP, quand on voit paroxétine, quand on voit escitalopram, bon, déjà, on voit chez le cardio qui est juste en face, très sympa, enfin, ça dépend des jours, mais on a une excellente relation. On les envoie, alors on a des QT à 14,70 chez les hommes, voilà, sous sertraline, sous escitalopram 20 mg, merci. Donc, obligé d'arrêter parce qu'il y a un risque cardiovasculaire et le docteur Bonnet nous dit, on voit bien quand même une suspension, un switch, oui, on le voit quand même. Donc ça, on l'oublie. Hein. Escitalopram, ECG. De toute façon, tout psychotrope. Donc, on le fait maintenant au CAP. Et la paroxétine n'a que 2 indications. Et pas chez les femmes. C'est l'éjaculation précoce chez les hommes, 10 mg. Et c'est les troubles des conduites, des inhibitions sexuelles, les troubles des conduites, voilà, les conduites inappropriées, comme on dit, chez les patients âgés dans la démence. Fast. On casse la libido. Ou en tout cas, on ferait. C'est un prédateur de la libido. Malheureusement, je ne vois pas d'indication psychiatrique de premier plan, ou alors c'est au bout du bout. Voilà, une patiente dépressive on ne sait pas trop pourquoi elle supporte, pour des raisons métaboliques peut-être. Notamment métabolisme rapide. La paroxétine, c'est la chose qui me va. Bon, mais d'accord, on la met, mais c'est documenté. Et la patiente sait que ça casse la libido, que ça a des effets atropiniques, des syndromes de discontinuation très marqués comme l'effexor notamment. N'oubliez pas que l'effexor, c'est un psychostimulant, c'est un traitement éveillant en médecine du sommeil, et c'est aussi, ça entraîne aussi des syndromes de discontinuation assez hard, ce qui les contre-indique notamment pendant la grossesse, l'accouchement, les syndromes de sommeil, etc. Donc, restez sécure, efficace, sertraline, mirtazapine, fluoxétine. Et puis, si ça ne marche pas, vous n'arrêtez pas. Vous dosez. Est-ce qu'il en a assez dans le sang? Dosage plasmatique résiduel le matin avant toute prise médicamenteuse au labo de la sertraline, sous sertraline, 150 mg depuis 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, etc. Et vous envoyez, vous attendez le résultat. Sertraline 5, ça n'arrive pas, hein. C'est probable. Sertraline 20, pouf, on peut doubler. On monte jusqu'à ce que ça marche. Désolé, on va devoir arrêter. Donc, sauf s'il y a une question en distanciel ou dans la salle. Je voudrais vraiment remercier M. Vic, médecin généraliste addictologue, et nos collègues aussi psychiatres, Mme Ressova et Lexusman. On reste à votre écoute s'il y a des questions, même après. Je pense qu'on se fera un plaisir de répondre. On fera le relais. Merci à tous et on vous souhaite de bonnes journées, de bonnes pratiques et à bientôt. Merci à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a plus personne.